Bonjour et bienvenue dans ce tout premier rendez-vous du sommet Renaître. Je suis vraiment très touchée de vous retrouver ici, dans cet espace que j'ai imaginé avec le cœur, avec l'intention de créer un temps fort, un moment de bascule pour celles qui sentent qu'il est temps de revenir à soi. Ce sommet, c'est plus qu'un événement en ligne pour moi. C'est un vrai passage, un espace où on ose poser des mots sur ce qu'on a traversé ou sur ce qu'on traverse encore pour certaines, et où on peut entendre d'autres voix qui éclairent, qui apaisent et qui réveillent. Ici, pas de recette miracle, pas de checklist pour aller mieux, pas d'injonction à reprendre plus vite non plus. Juste des transmissions sincères, des témoignages incarnés et puis des rencontres avec des personnes qui ont chacune, à leur manière, choisi de ne plus se trahir. Si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous sentez que quelque chose appelle à l'intérieur. Et ce moment euh, que j'ai voulu créer pour vous, ce sommet, c'est pour vous offrir justement des repères, vous offrir du souffle, vous offrir de la clarté pour remettre du sens dans ce que vous vivez et dans ce que j'ai vécu aussi. Pour vous aider à poser un cap, non pas parce qu'il faut aller quelque part, mais parce que vous méritez de vous retrouver pleinement. Moi, je suis Eugénie Muller, je suis coach professionnel spécialisée dans les périodes de post-burnout et de transition de vie. Et avant ça, j'ai été assistante de direction pendant 18 ans, puis formatrice pour adultes en situation de handicap. Et il y a eu un moment où j'ai moi-même basculé. J'ai basculé dans le burn-out, un vrai, un de ceux qui te vident, qui te figent et qui t'obligent à t'arrêter. Et puis, surtout, qui petit à petit te montre que c'est peut-être une invitation à ne plus se trahir, une invitation à se choisir. Et c'est ce parcours, ce vécu, cette lente remontée qui m'a amené à créer Renaître. Parce que je crois profondément qu'on a besoin de lieux comme celui-ci, des lieux pour se sentir moins seul, mais surtout plus libre, plus vivante et plus puissante, chacune à sa manière. Aujourd'hui, on ouvre ensemble cette première rencontre, c'est la première édition, et j'ai la joie d'accueillir dans quelques instants Stéphane Drouet, que vous allez découvrir juste après. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement et surtout, surtout, laissez-vous traverser. J'ai souhaité ouvrir ce sommet Renaître avec un invité dont la vision, la parole et le parcours m'ont profondément touché. Il s'appelle Stéphane Drouet. Stéphane a connu plusieurs vies professionnelles. Il a d'abord été juriste, puis consultant en informatique, avant de vivre une transformation personnelle majeure qui l'a conduit à explorer d'autres dimensions de l'humain. Il est aujourd'hui thérapeute spécialisé en psychothérapie neuroquantique. On va donc entendre parler de neurosciences et le créateur de l'approche PEACE, P-E-A-C-E, P en anglais, qui croise les neurosciences, l'épigénétique et la physique quantique. Il transmet cette approche à travers des conférences, des séminaires et des accompagnements individuels en France comme à l'international. Il est aussi l'auteur de L'eau et la conscience quantique, l'intelligence autonome du corps. Votre corps est votre principal cerveau. Avant, j'aurais jamais été capable de dire cette phrase, mais maintenant je sais ce qu'elle veut dire. Merci mon burn-out. Et également la révolution quantique de la pensée, libérer le génie qui est en vous. Et puis il y a un nouvel ouvrage aussi qui est en préparation et qui est prévu pour la fin de l'année. Je pense qu'il nous en parlera tout à l'heure. Vous pouvez retrouver tout son travail sur son site stéphanedrouet.com, sa plateforme peaceevolution.podia.com, ainsi que sur sa chaîne YouTube Peace, P-E-A-C-E. Il est aussi très actif sur Facebook sous le nom de Stéphane Drouet Peace. Et même si elle ne sera pas avec nous aujourd'hui, je tiens à mentionner Stéphanie Laville, avec qui il travaille en étroite collaboration. Elle fait partie intégrante de cette énergie et j'ai voulu aussi euh, la mentionner parce qu'elle fait partie de l'énergie justement que j'ai voulu rassembler dans ce sommet.
Bonjour Stéphane, ravie de t'accueillir ce matin. Je viens Bonjour Génie. d'expliquer à nos auditrices ton parcours et les livres que tu as écrits et le prochain qui arrive là, qui est sous le coude. Tu nous en diras peut-être un mot tout à l'heure. Écoute, je te laisse nous dire bonjour et puis Oui, ça j'aime bien. je J'aime démarre bien. ensuite. J'aime bien. C'est une ouverture, je dirais, la journée à la vie chaque jour. Donc juste bonjour, ce qui augure qu'en fait, on n'a pas envie de passer une mauvaise journée. Parfois, les mauvaises journées sont aussi apprenantes que les bonnes journées. Voilà. Ça, ça c'est quelque chose que j'arrive à apprendre maintenant et à entendre maintenant. J'avais beaucoup de mal avant, mais aujourd'hui, ça passe un peu mieux, j'avoue. Donc, merci de le rappeler. C'est une belle entrée en matière. Alors, Stéphane, selon toi, par rapport au langage du corps et de l'espace, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de s'autoriser à ralentir, à respirer et à simplement se poser? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je vais un peu rebondir sur tes mots, qui sont bien choisis. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société petit à petit qui est en train de laisser la place à autre chose. Je pense que c'est pas une surprise pour vous, hein, quand vous entendez cela. Ça a toujours été le cas finalement parce qu'on voit que c'est une évolution constante. Une évolution pas forcément vers plus, mais vers plus de place à la vie. Hein. C'est pas forcément vers plus de bien-être, plus de joie, plus d'amour. En fait, tout ça fait partie de la vie. Hein. Et on est en train de passer probablement d'une société masculine à une société plus féminine. Quand je dis féminine, c'est pas forcément le féminisme. Hein. Le féminisme est un mouvement masculin, faut le savoir quand même. Hein. Ok? C'est un mouvement de combat. Donc pourquoi on a autant de mal à se poser, à respirer? Pour cela, si tu permets, j'aimerais revenir un petit peu à la construction de l'enfant. Alors je vais aller sommairement évidemment sur les choses hein, pour un petit peu saisir cela. À l'origine, le bébé, lui, quand il sort du ventre et dans le ventre probablement, il ne voit que la globalité. C'est-à-dire, il ne voit aucun contour autour de lui, il ne voit pas les contours de maman, il ne voit pas les contours de papa, il ne voit pas ses contours, évidemment. Hein. Et puis, à un moment, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai une petite fille de 5 ans, alors je l'observe, et à un moment, comment dirais-je, on va entendre des c'est à moi ou c'est moi. L'enfant va commencer à regarder ses mains, va se regarder dans la glace, etc. Puis à un moment, on va lui dire que c'est lui. C'est un moment crucial. Bien, mais c'est toi. Vous avez vu un chat devant un miroir? En fait, il est effrayé, ou un animal. C'est étonnant. Hein. Donc, il est probable que l'enfant ne sait pas que c'est lui, et donc on va lui apprendre que ces contours-là, c'est lui. Voilà. Donc ça c'est une phase qui va plutôt se situer vers 1 an et demi, 2 ans. Et ça correspond à une phase de ce qui nous constitue le plus au niveau corporel aujourd'hui, que sont les liquides. Hein. Les liquides et les membranes. Hein, les liquides, on sait depuis 2015 que les liquides nous constituent en quantité de molécules à 99%. Hein. On a des chiffres qui circulent sur le net, qui sont de 70% à l'âge adulte, qui sont vrais, mais qui parlent de masse. Là, on parle de quantité de molécules. Hein. Donc ça veut dire aujourd'hui que parler du burn-out sans s'intéresser aux liquides, c'est passer à côté de l'essentiel, à mon sens. Hein. Et ces taux est encapsulé dans des membranes, des sacs. Hein, on appelle ça des fascias. Hein. Donc, on est essentiellement composé de cela. Et on va dire que finalement, les membranes des cellules vont commencer à apparaître. Alors qu'avant, c'est que de l'eau, un océan de conscience infinie. Hein. C'est pour ça que l'enfant a une empathie très forte. Parce que l'empathie, c'est la globalité. C'est vraiment la globalisation de la scène. Hein. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, comme quoi on ressent ce que ressent l'autre, ça c'est vraiment de l'ego. Mais par contre, quand on globalise la scène, où on voit que finalement, ben, même le bourreau, il souffre aussi. Vous voyez hein. On intègre tout cela. Donc l'enfant, il est empathique dès le départ. Hein. Donc il fonctionne sur la globalité. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va accumuler des déchets et des toxines dans le liquide très tôt. Tout ce qu'on dit est majeur parce qu'après, tout ce que je vais partager est basé sur ce principe. C'est pour ça qu'on va y passer quelques instants. Hein. Et ça vient de l'alimentation, mais aussi de l'activité métabolique des cellules. Il y a du déchet, forcément, hein, parce qu'il y a une activité, elles naissent, elles meurent, etc.
elles mangent aussi, elles se nourrissent, hein. Voilà. Et le fait que les déchets et toxines commencent à s'accumuler entre la naissance, on va dire, et là, alors même dans le ventre déjà, hein, entre le ventre, on va dire, et l'âge de 2 ans, fait que les liquides sont moins mobiles. Tu vois? Il y a moins de mobilité, hein. Et donc, le fait qu'il y ait moins de mobilité, ça veut dire qu'il va y avoir une interruption dans la continuité du vivant, la continuité de la conscience de ce qui est là, hein. OK? Et cette continuité, en fait, elle va être interrompue justement par ces micro-interruptions qui vont commencer à devenir un peu notre environnement familier. C'est-à-dire que à partir de l'âge de 2 ans, le fait qu'on voit les contours, que ces liquides deviennent plus statiques, va nous localiser dans l'espace. Et les contours des autres vont apparaître. Nos contours vont apparaître. D'accord? Et à ce moment-là, va se créer un phénomène qui est majeur dans la construction de ce qu'on appelle l'espèce humaine, qui est la séparation. On va se sentir tout à coup intérieur et face à une réalité extérieure. Cet intérieur, on a le sentiment finalement de le connaître, plus ou moins, mais l'extérieur, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Et surtout, ce qui va se passer petit à petit, c'est que va se créer un espèce de, c'est pas un espèce, c'est, je vais vous dire comment, un vide entre l'intérieur et l'extérieur, une séparation. Et pour répondre un petit peu à ta question, et on va dire un peu pourquoi après, eh bien, on a besoin sans cesse de remplir ce vide. Donc, on Mhm. est dans l'action. On peut pas Mhm. s'arrêter. Ce vide a besoin d'être rempli, Mhm. hein. Alors, il y a trois aspects qui entrent en ligne de compte pour saisir ce vide qui nous sépare de la réalité. Il y a d'abord le fait que les molécules d'eau vont commencer à perdre de l'espace entre elles, hein, puisqu'en fait elles sont plus statiques et elles vont avoir tendance face aux événements à se rapprocher les unes des autres et nous donner le sentiment de manque d'espace. Et je viens de vous parler d'un vide il y a quelques instants. OK? Donc ce manque d'espace, c'est ce qui va nous, je dirais, nous proposer ou nous imposer une vision du monde qui est que finalement je refuse la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle m'apparaît, hein. Alors qu'à l'origine, je vivais sans frontières. Le nourrisson vivait sans frontières. Il ne sait même pas ce que c'est que le monde. Lui, le monde et la vie se confondent. Donc le monde est vivant tout le temps. Il est dans l'émerveillement, vous voyez, hein, dans la curiosité, il est dans cet élan de vie. Il y a pas de discontinuité. Donc il y a le fait que les molécules d'eau manquent d'espace les unes avec les autres et donc donnent le sentiment de manquer d'espace. Le sentiment de bien-être naît de cette sensation d'espace, hein, quelque chose de simple, hein. Premier phénomène. Deuxième phénomène, le fait que les molécules d'eau commencent à se rapprocher les unes les autres, eh bien, va actionner au niveau du cœur une régularité dans le battement cardiaque. Ça, c'est capital, parce que ça va être précurseur du burn-out plus tard, hein. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que le cœur va commencer à former, je vais vous dire comment, une espèce de brouillard électromagnétique autour de nous par une régularité de son rythme cardiaque. C'est-à-dire comme si en fait il y avait une pseudo-frontière entre ce qu'on va appeler moi et ce qu'on va appeler l'extérieur, quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas et toute ma vie je vais essayer de contrôler ça. Alors on a créé des choses, on se racontant des histoires comme la loi d'attraction, où on est branché sur l'extérieur en permanence et on attend que l'extérieur corresponde à quelque chose qui serait intérieur, qui serait un manque, un désir, etc. Je vais revenir là-dessus. Donc, tu as un brouillard électromagnétique qui commence à se créer autour de nous, qui est un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, il a une particularité et qui est liée à la nature du cœur. La nature du cœur chez le nourrisson, et donc chez l'espèce humaine à l'origine, est sa variabilité. C'est-à-dire, le cœur bat un petit peu avant la seconde, un petit peu après la seconde, toutes les secondes. Pourquoi? Parce qu'il nous permet l'adaptabilité, ce qui n'est plus le cas du burn-out. On perd cette variabilité, on perd cette adaptabilité. C'est-à-dire que face à certains événements, les molécules d'eau au niveau des cellules du cœur, au niveau des neurones du cœur, ont commencé à créer une espèce de restriction
D'accord? Et cette restriction va créer une régularité au niveau du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on veut que la scène ne soit pas comme elle l'est, mais qu'elle prenne une certaine direction et qu'elle soit comme on attend. C'est-à-dire comme nous disent nos molécules d'eau. Ça va jusque-là? Ouais. Je suis en train de réfléchir justement sur cette notion de on perd notre capacité à s'adapter, Oui, alors que moi, dans ma compréhension de mon burn-out, j'avais le sentiment d'être justement en permanence en suradaptation. oui, mais justement, suradaptation, c'est de la survie. Exact. S'il y a plus de séparation avec l'extérieur, Mhm. tu vois, ce qui est le cas du nourrisson, t'as pas besoin de t'adapter à quelque chose. C'est vivant tout le temps. Si tu te suradaptes, ça veut dire que tu sens un décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Tu essaies de faire en sorte que l'extérieur corresponde à l'intérieur ou que l'intérieur corresponde à l'extérieur. Tu vois, ça s'appelle de la suradaptation. Tout à fait. C'est très juste ce Ok, que tu dis. ok, ok. Donc, on va perdre cette variabilité et on va tout à coup, face à certaines situations, et on va voir la notion de valeur dans quelques instants, hein, si tu veux bien, on va perdre cette faculté à nous adapter à la réalité telle qu'elle apparaît, et notre cœur va commencer à battre en 1, c'est-à-dire régulièrement en 1. C'est-à-dire que, voilà, c'est exactement le signe que tu as fait, c'est-à-dire que Et on l'image que ça va, me renvoie tout de suite, c'est ah bah oui, voilà, on va perdre le signal du cœur. On n'entend plus battre notre cœur depuis des années. Hein. Quand on retrouve cette variabilité, on a des clients là, ces derniers mois qui sont unanimes là-dessus, en disant, ah mais j'entends battre mon cœur. Oui, tout simplement parce que vous avez retrouvé votre variabilité. Donc, on a ce cœur qui, par définition, est prévu par sa variabilité pour s'adapter à tous les aléas, c'est-à-dire que les changements de situation et d'orientation de la vie, tu vois, hein. Mais le fait que le cœur devienne régulier en 1 face à un certain nombre de situations, eh bien, va faire que notre cœur va devenir de moins en moins souple et on va avoir de moins en moins de capacité d'adaptation, d'adaptabilité face aux événements. Ça, c'est le début du burn-out. c'est ce que ça me renvoie dans l'expérience que moi j'ai eue de mon burn-out, c'est-à-dire que très souvent je fais ce geste pour expliquer qu'en fait j'avais vraiment une séparation entre la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et Oui. la tête en fait était devenue, je sais pas, le capitaine, le général, ce que tu veux. En gros, c'est l'ordre, c'est réfléchis pas, avance. Et le corps qui essaye d'aller dans l'autre sens, les deux vont en sens inverse, mais la tête n'entend plus le corps. Voilà. Moi, j'ai été Tout vraiment à fait. séparée de mon corps pendant des années. C'est ça. C'est cette idée-là, si tu veux, qui germe. Donc, on a la perte d'adaptabilité du cœur, la perte de variabilité. On ressent un manque d'espace au niveau du corps. D'accord? Hein. Euh, et une troisième qui est inconnue de l'espèce humaine la plupart du temps, sauf des sagesses, c'est qu'en fait, on vit dans un vide identitaire. Je sais pas si tu as regardé, mais tu t'en as pris conscience, mais en fait, on ne verra jamais notre visage directement. Jamais. Tu es obligé d'avoir une interface pour voir ton visage. Mais ça, Tu pars du il ne se principe voit pas. que c'est le tien, mais tu n'en sais rien. Tu dis, bon, ça doit être ça, puisqu'a priori, voilà. Mais jamais on ne verra notre visage. Et ça, on n'en est pas conscient, mais on arrive dans cette vie, on est avec ce vide identitaire qu'on a besoin de remplir en permanence par les relations, par les émotions, par les pensées, Mm. par les sensations, par les manques, par les désirs, par la souffrance. Disons les choses jusqu'au bout. Hein. Et c'est là qu'on arrive au cœur de ce qui peut se passer dans la construction du burn-out. Alors, je vais prendre des exemples, que ce soit concret. Parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner notamment des femmes, mais aussi des hommes. Hein. Mm. Alors, souvent, on a un amalgame qui est fait entre le burn-out et le travail. C'est un peu rapide, je peux vous dire, dans ce que j'ai pu voir. Tout montre qu'on est plutôt dans des conflits de Valeur. valeurs. Mm. Qu'est-ce qu'on met derrière valeur? C'est-à-dire conflit de valeur, c'est pas forcément un conflit de valeur face au travail. Vous allez voir que c'est entre deux valeurs qui sont fortes dans notre construction. Or, on vient de parler de vide. De vide. La valeur, c'est remplir ce vide. Quand ce vide est rempli, on a le sentiment de valeur, d'une certaine valeur. Tu vois? Hein? Alors,
On a des systèmes de valeurs qui peuvent s'opposer dans la construction. Je prends des exemples. C'est-à-dire que deux valeurs qui nous rempliraient au même degré, mais elles ne sont pas compatibles. Et je vais prendre des exemples. Et là, le burn-out commence à pointer son nez. Prenons des exemples. Alors, il y a 2 jours, hein, c'est frais, hein, je peux vous le dire. C'est cette femme qui a 45 ans, qui a vécu dans un milieu familial où les parents sont plutôt des rentiers, on va dire. Hein, ils ont des propriétés, mais ne travaillent pas. Ça veut dire que la façon que va avoir de se construire cette femme, par imitation, on se construit tous par imitation. Nos molécules d'eau, par les champs électromagnétiques, en fait, imitent la structure moléculaire des parents, et ça se fait naturellement, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Je parle même pas des neurones miroirs, hein, tout, ça se fait par imitation. Donc, elle va apprendre à aimer ses parents en imitant le fait il n'y ait pas de lien entre finance et travail. Du travail. Et elle ne va pas travailler jusqu'à l'âge de 33 ans. Sauf qu'à un moment, bon, dans ses discussions avec son mari, il y a quelque chose qui germe. Ils vont avoir des enfants aussi, donc ça va compter. Et il y a le désir à la fois qui est une autre valeur, parce que ça c'est la première valeur, c'est-à-dire correspondre au modèle de papa et de maman, c'est-à-dire aimer papa et maman, c'est faire comme eux. C'est-à-dire il n'y a pas de lien entre travail et finance, d'accord? Sauf que, dans l'autre sens, eh bien, son mari va commencer à lui demander aussi de participer aux finances du ménage et notamment pour élever les enfants. Et là, il y a une autre grande valeur qui apparaît, qui est élever mes enfants. Donc, on a ce qui me remplit d'un côté, qui est être aimé par papa, maman en faisant comme eux, c'est-à-dire ne pas travailler, on va Mhm. dire. Mais de l'autre, j'ai besoin de finances pour Élever élever les enfants. est une valeur forte et qui me remplit en tant que mère. C'est ce qu'on appelle une identité. Hein. Donc il y a l'identité de fille d'un côté et l'identité de femme de l'autre côté, ou de mère plutôt, de mère. Et les deux, eh bien, ne discutent pas entre elles et elles ne sont pas compatibles. C'est le terreau du burn-out. Autre exemple qui ressemble beaucoup, cette femme qui veut changer de vie parce que son métier ne lui convient plus. Elle a un métier plutôt dans le domaine de l'ingénierie et puis elle veut devenir naturopathe, sauf que bah elle part de rien, comme souvent quand on change d'orientation. Et puis elle a ses 2 enfants à sa charge et effectivement bah il y a ces deux valeurs qui s'opposent, à la fois d'écouter son besoin de correspondre à une passion hein, qui est d'aider les gens dans le soin, etc. Et de l'autre, d'élever ses enfants. Avec la peur d'un côté de ne pas correspondre à l'un ou à l'autre. Ça veut dire que si je corresponds à l'une des valeurs, il y a de grandes chances que je remette en question l'autre valeur. Et là, on est dans le terreau du burn-out. Le cortisol commence à monter d'un cran, puisqu'en fait, le système nerveux n'arrive pas à trouver une zone, je dirais, tampon, où, je dirais, les phases d'action orthosympathiques, ou sympathiques, comme on dit souvent, je sais pas si c'est sympathique d'ailleurs, discutent avec ces phases où finalement j'ai trouvé un espace médian entre les deux de discussion où le système parasympathique peut dire tout va bien. Par moment tu peux nourrir ça, par moment tu peux nourrir l'autre valeur et il y a une espèce de d'alternance qui peut jouer, mais les deux sont compatibles. Tu vois, une respiration. Mais là, il y a quelque chose qui dit non, les deux doivent être au même degré. Il y en Mhm. a un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Et bah, c'est un labyrinthe, il n'y a pas de Ok. sortie. Hein. Alors le système nerveux orthosympathique est activé en permanence, qui va commencer à faire... Alors on a besoin de cortisol, je ne sais pas si vous le savez, hein, au quotidien. Hein. Le matin, on a besoin de se lever avec du cortisol, pour être juste dans l'action, c'est tout. Hein. Mais le fait d'avoir un niveau de cortisol qui est au-dessus de la moyenne continuellement, ben au bout d'un moment, si vous voulez, votre système nerveux, il n'arrive plus du tout à passer en parasympathique. Hein. Les nuits commencent à devenir difficiles. Il n'y a pas de phénomène de récupération. Il n'y a plus La de repos. fatigue engendre la fatigue, qui engendre la fatigue, qui engendre la fatigue, etc., etc., jusqu'à pouf, plus de dopamine.
plus de sérotonine, donc plus de moteur. C'est-à-dire qu'en fait, la dopamine, on s'est rendu compte ces derniers temps qu'en fait, je sais pas si tu le sais, mais c'est ce qui sert en fait à conserver la mémoire. Mhm. D'accord? Donc paradoxalement, le fait qu'on ait plus de dopamine va nous aider. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir tendance à trouver un moteur dans la vie en fonction de ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vivre ou parfois vivre certaines choses, mais souvent ne pas vivre ce qu'on a vécu avant. Et donc on se relie à la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire de l'histoire, de notre histoire, on va appeler ça comme ça. Et on Évidemment. essa- voilà. Et on essaie de faire en sorte que justement ce qu'on a appris nous donne une orientation, donc un élan, un moteur. Donc la dopamine au quotidien, c'est ce qui va nous permettre effectivement mettre le pied au sol et se dire ah ce matin je fais ceci. Mais ce qui est génial, je vous le dis parce que c'est du vécu et c'est le vécu des clients aussi, c'est qu'à un moment on peut se lever le matin, se sentir joyeux sans raison. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus relié à cette mémoire. Mhm. Hein. Donc la dopamine, elle a un effet un peu pervers, c'est qu'elle nous maintient toujours dans cette mémoire. Hein. Cette Et mémoire, elle est importante parce que, il y a ce déclic, pas juste après qu'on sort du brouillard, mais quand on recommence à retrouver un tout petit peu de lucidité, à toucher du doigt un petit peu ce fonctionnement mental euh, approprié, adapté, qui fait que ça monte des tripes, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est aussi comme ça que je l'ai entendu auprès de certaines femmes que j'ai accompagnées, où il y a cette petite voix qui dit, ça va redémarrer, mais pas comme avant. oui. Mm. On ne sait pas pourquoi, mais on Mm. sait que non, on ne repartira pas là-bas. Et on n'ira pas se nourrir de ce qu'il y a là-bas pour Mm. reconstruire aujourd'hui. Oui, parce que le burn-out est un enseignement, comme tous les événements, on est d'accord. Hein. Moi, quand j'ai fait un burn-out il y a maintenant 13 ans, je t'en ai parlé, je crois, où en fait je change d'activité et puis je stoppe mon rituel de chaque jour, qui est plutôt méditatif à l'époque, mais qui m'aide beaucoup. Hein, puisque tout à coup, avant, je me rends compte que dans la journée, je suis plus efficace, les idées sont plus claires, c'est plus limpide, ce que je fais. Ce que je pourrais faire en 8 heures, je le fais en 7 ou en 6, etc. Voilà. Hein. Oui, Et puis, tu l'as arrêté pendant 6 ou 7 mois, je crois, non, ton oui, c'est rituel. ça. Ah. Et j'oublie. J'oublie ce rituel parce que tout à coup, on a effectivement les valeurs qui s'opposent. Alors, j'ai même pas regardé quelles étaient les miennes à l'époque, mais un conflit lambda qui fait que, à un moment, si tu veux, on oublie, je dirais, le soin de soi, c'est-à-dire le moteur qui est quand même le moteur intérieur, hein, et puis de prendre soin de ce corps au quotidien. Et j'oublie ça pendant des mois. Je fais un premier burn-out, je sors du métro un jour et je suis incapable de poser le pied au sol, etc. J'ai les jambes qui me lâchent. Ça, c'est les premiers, hein, souvent des signes du burn-out. Hein. Et puis, je dirais une espèce de confusion mentale en permanence. Hein. Alors, je suis pas allé jusqu'au burn-out très profond, parce que j'ai su dire stop à un moment avant. Hein. Et donc, de reprendre le rituel. Et là, j'ai vu le burn-out m'a enseigné. Tu as su dire stop et surtout, il devait rester encore un peu d'énergie dans ton corps. Oui, Parce que exactement. moi, j'ai voulu, j'ai pas réussi. Enfin, il n'y avait plus Ouais, du tout d'énergie, tous les réservoirs étaient en dessous du niveau de zéro. Je crois qu'ils étaient même tout en à dessous du fait. niveau de la mer. Ouais. Mais oui, enfin, moi j'entends bien ce rituel juste précieux et capital dans le prendre soin de soi. Oui. Euh, Après, je ne sais pas dans ton approche neuroquantique, mais euh, ça m'amène à me demander du coup comment le corps peut redevenir un allié justement pour sortir du burn-out. Parce que toi, tu dis, j'ai pu dire stop. Moi, je suis allée trop loin, je me suis cramée jusqu'au bout du bout, donc j'ai pas pu dire stop. Donc, Mhm. comment je fais concrètement pour que mon corps redevienne un allié? Alors, paradoxalement, ce n'est pas à partir du corps que ça va se situer. C'est pourquoi? Parce que le corps engendre le corps. On est dans un circuit qui est fermé. Hum, Hein. C'est-à-dire qu'en fait, comme le corps, les molécules d'eau, alors je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les molécules d'eau, on sait depuis les années 2010, en fait, ont besoin de leur carburant qui est la lumière. On appelle des photons. Hein, ce sont des particules qui sont chargées d'énergie et d'information, pour faire simple. Hein. Et donc, on sait que le corps est animé de vie tant qu'il est capable d'absorber ces photons, qui sont des infrarouges, pour préciser.
Ça veut dire, par exemple, quand vous êtes en burn-out, c'est important d'aller au soleil. La lumière. Voilà. Mais pas la lumière de l'intérieur. Là, par exemple, moi, je suis dans un intérieur. On sait aujourd'hui que la lumière de l'intérieur, c'est 1% de la lumière disponible du Ouais, soleil. c'est pas bon. Et on passe notre temps dans des boîtes. Et en même temps, c'est comme ça. Hein. Alors peut-être que dans des années, on aura des habitats où on aura juste des vitres ou je sais pas des composants un peu différents pour avoir cette lumière plus fréquemment. On va avoir tout le monde dans les pays chauds, tu vas voir. Mais on a besoin de la variabilité aussi. Hein. L'hiver, par exemple, on est en hibernation parce on est moins exposé. Ça dépend où on vit évidemment, mais on est moins exposé effectivement à la lumière du soleil. Et donc on va un peu accumuler du déchet et de la toxine. Bon. J'ai perdu le fil de ta question, c'est comment? Oui. Comment le corps peut-il redevenir un allié pour Alors, sortir du burn-out? ce que je voulais te dire, ou je vous dire, c'est que en fait, les molécules d'eau, elles, dans leur mode local, c'est-à-dire limité au corps et au cerveau, en fait, elles ont comme réflexe d'aller piocher dans la mémoire les solutions. Or, dans la mémoire, c'est un Mm, modèle qui est fermé, mm. c'est un modèle qui est figé. Et c'est là où en fait on pêche aujourd'hui dans le milieu du bien-être, c'est qu'on essaye de trouver des ressources uniquement à partir du corps dans un circuit qui est fermé, hein, ou uniquement au niveau du cerveau dans un circuit qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'on a des chemins neurologiques qui tapissent le cerveau, le cœur, pas l'oublier, l'intestin, mais aussi les fascias. Les fascias sont tapissés, donc c'est tout le corps. Les fascias sont tapissés de ramifications nerveuses. Alors, ce qui est bizarre, parce qu'on n'imagine même pas que le corps puisse être un cerveau, mais il l'est. Mais il l'est. Donc, on a l'habitude de prendre ces chemins, nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos désirs, etc. On a l'habitude de prendre ces chemins. Alors, à un moment, moi, j'ai cru à une approche qui était la neuroplasticité, qui disait, bah oui, mais on peut changer les chemins. Mais même si on change les chemins, on est toujours dans un modèle qui est fermé. Mm. Vous voyez? Hein? Donc, la prise de conscience, c'est que Einstein disait, on ne peut pas en fait s'adapter à une situation en partant de l'espace de conscience qui a permis de le créer ou de la créer. Mm. Elle est intéressante, c'est précieux, parce que ça veut dire qu'en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on peut accéder à des espaces de conscience qui ne sont pas limités par ce corps, par ce cerveau et par cette mémoire, et qui permettent de trouver des solutions. Bon, la chance que j'ai eue, moi, c'est que j'étais déjà dedans, si je puis dire, hein, à l'époque. Donc Et ça m'a donc, tu aidé. t'es appuyé sur quoi? Ah bah, je me suis appuyé, bah, je vais y arriver, mais à l'époque, c'était plutôt de changer de chemin. Donc ça m'a aidé un Mm. peu. Mm. Hein. Aujourd'hui, je te dirais pas du tout la même chose, je te tiendrai pas le même discours. Hein. Mm. Parce que je me suis aperçu que finalement, au bout de quelques années, c'était aussi un modèle fermé. Pourquoi? Parce que chaque chemin est conditionné. Est conditionné par je vais être joyeux si je fais ça. Je vais être Donc, triste si je fais ceci. donc, Tu la vois? neuroplasticité, c'était pas la solution. Non. Mm. Bon. D'ailleurs, on en parle un peu moins, vous avez remarqué, hein. À un moment, ça a été le buzz, et puis on en parle un peu moins, etc. Ça m'a amené, j'ai eu la chance de vivre une expérience il y a 6 ans en Argentine, je crois que je t'en ai parlé, une expérience en Argentine qui était que finalement un matin dans mon rituel, alors moi j'ai eu la chance d'accéder à des rituels depuis 8 ans qui ont changé ma vie, hein, qui ont d'abord été neurosensoriels, qui partaient des sensations, dans un abandon aux sensations qui était difficile. Là par exemple, ça pourrait être le conflit de valeurs. Tu sens une crispation au niveau du corps quelque part. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau de l'intestin, ça peut être au niveau de la gorge, ça dépend un petit peu. Oui, c'est ça. Ça dépend de chacun. Hein. Tu sens et tu observes. Et donc c'était ainsi on pratiquait à l'époque. Tu observes et au lieu de lutter contre ce verrou, tu t'y abandonnes. Ça, c'était la pratique de l'époque. Donc, tu Et accueilles. mais tu l'accueilles, c'est ça, on pourrait le dire. Pas accepter. Accepter, c'est avec la tête. Hein. Non, pas Tu, accepter, accueillir. ouais, tu l'accueilles, tu t'y abandonnes totalement, tel que ça apparaît. Ce verrou. Et on voit effectivement, on voyait à l'époque que ce verrou, petit à petit, se dissipait, hein, voilà, était plus souple, plus flexible, etc. Mais, à l'époque, la vitesse de traitement et je dirais l'envergure de l'information qui était disponible était quand même encore, je dirais, dans un espace qui était celui de la mémoire.
puisque c'était une conscience qui était limitée au corps et au cerveau, ces sensations. D'accord? Hein. Et ça, j'en parle toujours à la deuxième personne, c'est nous, puisque je chemine avec ma compagne, qui est Stéphanie Laville. Et en fait, ce qu'on a pu noter à un moment, c'est que c'était intéressant, mais on y passait quand même 35 à 40 minutes, ça demandait un peu de temps, et puis ça se faisait avec la voix à l'époque, on avait besoin de vocaliser, de verbaliser, ce qui était difficile, et c'était à partir des mantras, et c'était déjà le cas, c'est toujours le cas, mais ça a changé. Hein. Donc, ces rituels, on les a appelés PIS, processus empathique d'abandon corporel et émotionnel. D'accord? Donc, ça a gardé cet acronyme parce qu'à l'époque, bah, on partait des sensations et on disait que le corps pilotait la tête, ce qui est toujours le cas. Hein. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de buzz sur la toile, mais nous, on avait des salles dans le silence quand on disait que le corps pilotait la tête à l'époque. Et on est allé un peu partout dans le monde, dans tous les pays francophones, hein, jusqu'en Amérique, etc. Et il y a 6 ans, je suis en train de pratiquer le PIS comme d'habitude. Je prends un sujet, parce que les sujets, ça manque pas. On a des prétextes tous les jours pour finalement se retrouver cette vie. Ah bah ça manque pas, hein, on est d'accord. Et puis, ce matin-là, au lieu que la conscience reste localisée au corps et à la tête à partir d'une sensation, spontanément, sans savoir pourquoi, ce jour-là, ça s'est fait comme ça. J'étais pas à haute altitude, en plus j'étais à 2300, donc c'est pas énorme en Amérique du Sud, hein. Bon, j'ai dû aller jusqu'à 5005, c'est autre chose, hein. On sent quand même une pression au niveau du cerveau, le cerveau est moins oxygéné, etc. Mais là, bon, bref, ça s'est fait comme ça. Et ce qui s'est passé ce matin-là, c'est que la conscience s'est délocalisée. Pouf. Au lieu que la conscience dise je suis ce corps, intérieur, extérieur, la conscience n'avait plus du tout conscience d'être ce corps. Elle percevait ce corps, mais à partir de partout dans l'espace. Tu veux Et dire qu'elle était autour de toi, à bah, l'extérieur de toi? on peut pas dire vraiment autour, puisqu'en fait, c'est elle qui percevait ce corps, et c'est pas ce corps qui produisait la conscience. Ça a été ça le switch, tu vois? C'est-à-dire que bah, pendant, ouais, ça fait à peu près 16 ans que je suis dans le milieu du bien-être, je dirais pendant plus d'une dizaine d'années, on va dire, j'étais convaincu que c'était ce corps qui produisait la conscience, que c'était le cerveau qui produisait la conscience. Mais ce matin-là, c'était très clair. C'était tout l'inverse. D'autant plus que 3 ans après, j'ai fait une EMI qui m'a montré très clairement que la conscience perdure même après la mort physique de ce corps, qui peut s'arrêter, mon cœur s'est arrêté de battre pendant plusieurs minutes, bon, mes poumons sont arrêtés de respirer, et pourtant j'étais toujours aussi vivant, toujours aussi conscient, mais sans les contingences du corps et sans les limites du cerveau, tu Ça s'est vois? passé dans quel environnement, ton expérience de mort imminente? Alors, spontanément, comme un peu toute ma vie, c'est-à-dire j'ai testé, exploré quelque chose, des retraites qui quelque part, j'étais curieux, hein, des retraites avec des plantes médecine. Donc là, en l'occurrence, c'était des champignons. Voilà, c'est pas prévu pour ça, mais j'avais besoin de vivre ça a priori puisque ça s'est vécu. Ok? Et ce matin-là en Argentine, donc je retourne mes 6 ans en arrière. Et c'est là où vraiment ça me semble capital de partager. J'ai vraiment pris conscience que le champ de conscience n'était pas limité à ce corps et ce cerveau, mais qu'il était partout. Ce champ d'information dont parlent les physiciens. Hein, et que le corps apparaissait à partir de ce champ de conscience. C'est pas du tout le paradigme actuel. Quand on parle de conscience, on parle de conscience personnelle. Là, il n'y avait plus du tout de personne. Hein. Il n'y avait plus du tout de limite intérieure-extérieure. Et là où c'était fascinant, c'est que, par exemple, une peur, une frustration, un moment d'impuissance qui était un point d'entrée pour la pratique, le rituel, se libérait non pas en 35-40 minutes, mais en 7-8 minutes maximum. Ça va Parce que, beaucoup plus justement, rapidement. ça n'était plus limité par les contingences de la mémoire et du corps et du cerveau. C'était hallucinant. J'étais en état de choc. J'ai mis plusieurs jours avant d'appeler Stéphanie. Je lui ai dit, écoute, je coupe, je peux plus parler. Je suis encore ému en vous le disant parce que c'est très présent. Hmm.
J'ai mis plusieurs jours à... Alors j'ai continué, hein, je me suis pas arrêté. Hein, le lendemain, j'ai continué le rituel tel que je l'avais vu la veille, parce que j'avais noté les étapes. Hein, elles étaient inscrites, il y avait deux, trois étapes à l'époque. Et je lui dis, je sais plus, trois, quatre jours après, je l'appelle, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, et je lui dis, écoute, euh, il s'est passé quelque chose, maintenant tu fais ça, ça et ça. Et je suis sûr que dans moins de 10 minutes, tu me rappelles. Effectivement, elle me rappelle moins de 10 minutes, elle me dit, mais c'est hallucinant, elle me dit, j'ai la tête en feu, le feu vivant, hein. J'ai le visage en feu, elle me dit. Et ça a commencé comme ça, une nouvelle aventure. Et on est passé d'une approche qui était neurosensorielle, limitée au corps et au cerveau, à une approche purement quantique. Mm. Alors comment ça fonctionne aujourd'hui? Puisque c'était ta question. Déjà, on se rend compte qu'au quotidien, on a ces manques qui sont basés sur ce vide qu'on évoquait tout à l'heure, ensemble. Tu te souviens? Hein? Donc, il y a une question qui est fondamentale qui apparaît, c'est as-tu encore besoin de ce manque? Par exemple, une valeur qui n'est pas nourrie. On parlait de valeur tout à l'heure. As-tu encore besoin de ce manque? Par exemple, je ne peux pas vivre la passion qui m'intéresse, ou peut-être de changer de métier, etc. Ou je ne peux pas nourrir mes enfants comme je l'envisage. As-tu encore besoin de ce manque si tu n'es plus extérieur à ta vie? Observez. Là, je pense qu'il va falloir que tu nous le développes un peu. Ouais, mais juste la question. On n'a pas forcément besoin, si tu veux, derrière d'expliquer. Je vais nourrir hein, ça, hein, ta question. Mais ce qui est important, c'est de regarder juste en silence cette question. As-tu encore besoin de ce manque si tu n'es plus extérieur à ta vie? Et effectivement, je vais expliquer. Cette question est fondamentale. Mm. Et comment puis-je être vivant si je me sens extérieur à ma Extérieur à vie? nous. Toutes les questions sont basées là-dessus. Et on voit qu'en fait, l'espèce humaine s'est construite sur ce vide entre intérieur et extérieur, cette séparation. Tu me suis? Ça va? Hein. Donc, ce qui nous a amené à prendre conscience que est-ce que si ce vide n'est plus un espace uniquement de séparation, mais un espace de lien, parce que si vous regardez bien, c'est bien l'espace qui nous relie les uns les autres aussi. Mm. Alors, ça semble nous séparer, et en même temps, les physiciens nous disent que au-delà de ces contours, il y a encore de l'information, mais à profusion. C'est-à-dire, bah, votre être, il s'arrête pas juste à ses contours, hein. Voilà. Donc, être, c'est pas quelqu'un. Être, c'est vraiment l'intégralité de ce champ de D'accord. conscience, hein. Être. Voilà. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on s'est rendu compte que tant qu'on partait de l'idée je suis ce corps, eh bien, on entretenait cette idée intérieure-extérieure. Et on avait besoin de remplir ce vide, qui donne derrière les conflits de valeurs qu'on évoquait tout à l'heure, parce que d'un côté, je vais remplir le vide avec une valeur, et de l'autre côté, je vais remplir le vide aussi avec une autre valeur. Sauf que si je fais les deux en même temps, ça communique pas, c'est pas compatible, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'où le burn-out. Ça va jusque-là? Ça remet beaucoup de concepts en question, hein. Oui. En fait, ce qui se passe, je bois un petit peu, Je t'en prie. Oui, si, tiens. ça aussi c'est le rituel, boire. Regardez, à l'origine, le nourrisson va vivre cette séparation qui est liée à un changement de structure des liquides. Tout à coup, il voit les contours, intérieur, extérieur, séparation. Et il y a quelque chose qui, au niveau du champ de conscience, va dire je suis ce corps. Ça se fait comme ça. Et on va avoir le sentiment d'une restriction d'espace en même temps. Rappelez-vous les molécules d'eau. Donc on va faire en sorte que notre travail, notre couple, la relation avec nos enfants, la relation avec nos parents, nos finances, notre santé, soit remplie, je dirais, ou remplisse ce vide, pour dire les choses plus clairement. Ce que vous voyez, Mm, en permanence. Hein. Et si vous avez le sentiment qu'une situation ne sera pas en mesure de le faire, c'est le terreau du burn-out derrière. mm. Vous allez tout faire en sorte pour remplir ce vide. Sauf que, tout à coup, vous dépendez d'une réalité qui est extérieure pour remplir ce vide. Et c'est là que ça devient compliqué. Ah oui. Mais du coup, si on part de ce principe-là, si tu as une femme qui te dit, une femme en post-burnout qui te dit,
je suis complètement perdue et je sais vraiment pas par quoi commencer. Du coup, Oui. qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, ce qu'on a fait il y a 2 jours, par exemple, je vais vous proposer un petit peu un cheminement, mais alors, je vous proposerai une pratique. Hein. Ça, c'est l'accord qu'on a entre nous avec Eugénie, donc ce sera beaucoup plus concret. Là, je vais vous donner 2 ou 3 choses, mais l'idée, c'est quand même de le vivre. Hein. OK? L'idée, c'est de voir déjà qu'on a besoin, on a un déficit de valeur, puisqu'on vit à partir d'un vide. D'accord? Et qu'on a besoin sans cesse de le remplir. Remplir. Voilà. Après, qu'est-ce qui va remplir ce vide? Tout à coup, ça donne des valeurs, des systèmes de valeurs, des valeurs qui sont importantes pour nous, qui vont remplir et qui vont donner une certaine forme de valeur, un peu, je dirais, virtuelle. Puisqu'un jour ce sera vrai, pardon, puis le lendemain ça ne le sera pas, parce que la réalité vous taquinera et vous contrariera en permanence. Parce que la réalité va faire en sorte de vous montrer que vous ne dépendiez plus de ces valeurs. Ça nous amène à ça, tu vois. Hein. Et ce qu'on ferait là, par exemple, c'est qu'on essaierait d'identifier d'abord les 2 valeurs ou plusieurs valeurs qui s'opposent, et puis on les ferait passer dans les mantras qu'on propose au niveau du PIS. Mm. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que j'ai besoin de l'avoir de la valeur si je ne suis plus extérieur à ma vie? Regardez, tout à coup, c'est comme une évidence. Est-ce que j'ai besoin d'avoir encore de la valeur si je ne suis plus extérieur à ma vie? Tant que je me crois extérieur à ma vie, tout à coup, je vis à partir d'un vide. Il y a un extérieur et un intérieur. Il y a un extérieur que j'essaye de mettre à ma botte, en permanence, et j'essaye de faire en sorte, regardez, c'est aussi bête que ça, que l'intérieur, par exemple, des désirs, des besoins, eh bien, je le vois là face à moi, à l'extérieur. On peut appeler ça la réussite. Mais si on regarde bien, ce qu'on cherche, c'est une continuité de l'information, le sentiment de la vie, le sentiment de Dieu. C'est juste ça qu'on recherche. On cherche à ce que ce qui apparaît intérieur, eh bien, apparaisse extérieurement. On cherche bien une continuité de la vie. On cherche bien à retrouver l'espace du nourrisson qui était une globalisation. Vous me suivez ou pas? Mm. Et on appelle ça réussite. Sauf que, comme la vie est très taquine, et qu'on on s'est construit comme ça se fait naturellement, il n'y a pas quelque chose à changer, ça se fait naturellement. Un intérieur à un extérieur, bah, tout à coup, on se dit, comment l'extérieur de ma vie devrait correspondre à ce que me disent mes molécules d'eau. Mais est-ce que ces messages sont fiables? Rappelez-vous, le champ électromagnétique du cœur est un brouillard qui nous empêche de voir que finalement ce qu'on recherche, qu'on appelle notre vie, on l'a face à nous. C'est ce que nous propose le vivant. D'ailleurs, je vous invite à vous poser la question, comment entre Eugénie et moi, imaginez qu'on soit l'un, d'ailleurs on est l'un face à l'autre, comment on va déterminer ce qui appartient à sa vie et ce qui appartient à ma vie? Eh bien, je vous souhaite bonne chance. C'est ça. Ah, non mais où sont vos frontières? Si Mm. on est dans la même pièce. Alors, ou alors ce serait drôle, parce que je dirais à Eugénie, ah non, non, hop, ne rentre pas là. C'est c'est dans mon Tu es dans champ, ma vie, c'est dans ma tu vie. es dans ma vie, là, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas, s'il te plaît. Hein, c'est ma vie et c'est la tienne. On ne rentre pas. Hein, vous savez, on joue à ça quand on est gosse. On dit, non, 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 tu es dans mon camp. Voilà. Donc on voit bien que la notion de ma vie, c'est complètement virtuel. Ça correspond Mm. à rien au niveau de l'espace. Hein. Ouais, je suis d'accord. Alors il y a une métaphore, je vous propose, une petite histoire de d'Alan Watts, qui est un bouddhiste zen qui a monté le mouvement hippie dans les années 60-70 et qui s'est éteint au début des années 70. Il raconte l'histoire suivante, que j'adore. Il dit, imaginez qu'en une nuit, vous soyez capable de réaliser 75 années de rêve. Et là, waouh, le pied, toute la nuit. Hein. C'est pire qu'un orgasme. Voilà, ou c'est mieux qu'un orgasme. Qui se Hein. continue pendant toute une nuit. Voilà, c'est ça. Et puis à un moment, bah, le fait que Extase. voilà, vous soyez toujours à réaliser, ça devient un peu banal parce que finalement vous avez tout ce que vous voulez. Alors bon, c'est plus drôle. Alors on va mettre un petit peu d'aventure là-dedans. Allez, vous mettez une petite dose d'aventure dans le rêve. Il y a une partie qui sera pas prévisible. Mm. Et puis vous trouvez ça sympa. Alors vous en mettez encore un tout petit peu plus, puis encore un petit peu plus, puis encore un petit peu plus dans tous les rêves qui se suivent. Pour arriver à un moment à découvrir que c'est votre vie. C'est la vie. Mm.
Et si tout à coup, sans ce brouillard électromagnétique créé par ces liquides, hein, qui est le brouillard cardiaque, parce que souvent on encense le champ électromagnétique du cœur, ben on oublie qu'il bat régulièrement, très souvent, hein, et qu'on n'entend plus notre cœur. Hein. Si tout à coup on arrive à franchir cette barrière de ce brouillard, tout à coup on se rend compte qu'il n'y a plus de séparation. Mhm. Que ce qu'on appelle notre vie est la vie, C'est ça. Et que finalement, le champ des possibles, il est juste. toujours disponible, et qu'il n'y a pas besoin de réussir quelque chose, c'est tout le temps réussi. C'est ça qui est beau. Parce que si vous regardez bien, la vie n'a pas d'opposé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la mort C'est n'est pour ça pas qu'on dit il n'y l'opposé. a ni bien, ni mal, ni Eh OK, ni oui. pas OK. C'est, voilà, c'est comme ça. C'est. C'est-à-dire que, grossièrement, vous vous rendez compte que la mort n'est pas la fin de la vie, mais un épisode comme la naissance, et la mort a son opposé qui est la naissance, qui n'est pas la vie. La naissance et la mort sont toujours la vie. Et quand Mhm. vous passez de l'autre côté de ce qu'on appelle la mort physique, c'est la mort d'une illusion qui était je suis ce corps Mhm. et qui s'est construit à peu près à l'âge de 2 ans. Alors, aujourd'hui, puisque ta question c'était comment, ça c'est une question, alors les 5 questions du corps et du mental, c'est comment. Alors on Ouais. va commencer par quoi, comment, pourquoi, Quoi. quand et où. Voilà. Alors, il y en a peut-être 5 d'ailleurs, ça fait 5. Voilà. Hein. Donc les 5 questions qui permettent de rester dans la mémoire, si je puis dire, Mhm. sont ces 5 questions. Et on en a besoin puisqu'elles apparaissent. Hein. En fait, l'idée, alors il y a deux façons de procéder. Ce que je vous proposerais au niveau de la pratique, c'est plutôt une pratique immersive. Je vais vous dire en quoi elle consiste, mais dans un deuxième temps. On peut faire ça simplement sans immersion. C'est-à-dire qu'on a des mantras dans un langage un peu particulier qui nous affranchissent de ce brouillard électromagnétique, qui dit je suis séparé de cette réalité. Hein. Si vous regardez bien, la loi d'attraction n'est branchée que sur l'extérieur. Elle nous Mhm. rend dépendants de l'extérieur en permanence. Hein. On est branché sur l'extérieur et comme c'est une réalité qui est quand même non contrôlable, eh ben on souffre, on en souffre. Bah, Hein. extérieur, pas complètement, puisque pour moi, dans ma compréhension de la loi de l'attraction, c'est vivre comme si je l'avais déjà. Oui, mais tu attends que ça apparaisse face à toi. Exact. Tu vois? Si tant que ça n'apparaît pas face à toi, tu dis, ah bah non, ça fonctionne pas. Donc tu vois Mhm. bien que c'est quand même basé sur Mhm. l'extérieur. Mhm. Hein. Et puis, ça nous maintient dans ce personnage qui dit, j'ai des désirs et je veux les voir face à moi. Donc ça nous maintient dans cette séparation. Mhm. Mhm. C'est le paradoxe. Hein. Donc, le pis, c'est on ferme les yeux, donc c'est la façon la plus simple. Hein. On ferme les yeux. Et puis, on est, je dirais, face à notre conflit de valeurs tout à l'heure. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de ma cliente il y a 2 jours, pour elle, il y a d'abord la loyauté et la trahison. C'est-à-dire, soit je Mhm. suis loyal à mes parents dans finance, travail, Je travaille. ok, soit je vais trahir. Donc déjà passer là-dedans, ok. Est-ce que cette valeur euh, où il n'y a pas de lien. Je vais me poser la question, mais je dis, est-ce que, alors on se tutoie parce qu'on se connaît, je lui dis, mais est-ce que tu vois un lien entre finance et travail? Elle me dit non, c'est un vide béant. Alors je lui dis, je fais un exercice simple, je propose un exercice simple, je lui dis, ben voilà, ce vide, fais en sorte, laisse-le devenir écart zéro, petit à petit, à ton rythme, en fermant les yeux. Et à partir du moment où tu sens cet écart zéro entre les deux, tu restes depuis cet espace. J'ai bien dit, tu restes depuis cet espace. Parce que pendant des années, on s'abandonnait à quelque chose. Maintenant, on reste avec ou depuis cet espace qui finalement ne crée plus cette séparation. D'accord? Puis après, je lui propose un mantra, par exemple. Hein, je donne un exemple. As-tu encore besoin que ce travail te remplisse si tu n'es plus extérieur à ta vie? As-tu encore besoin de ce travail, donc qui te remplisse, si tu n'es plus extérieur à ta vie? Et là, elle commence à cheminer. C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose qui apparaît, qui est cette frontière entre un pseudo intérieur et un pseudo extérieur, qui tout à coup prends conscience que, ah oui, si j'ai besoin que ce travail me remplisse, c'est parce que je me sens extérieur à quelque chose qui normalement est rempli.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la vie. La vie, c'est la profusion, par définition. Et donc, la question l'a fait cheminer. Elle a les yeux fermés, puis elle répète, à voix haute, en commençant par son prénom. D'accord? Alors moi, je vous proposerai une question comme ça qui vous aidera, dans hein, la capsule. mais avec un support visuel, etc. Je vais vous parler de ça après. Et puis ensuite, alors actuellement, on utilise des langages, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais grossièrement, on utilise des langages de conscience qui s'affranchissent de la mémoire. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on a estimé, ils sont venus à nous comme ça, on va dire, que ces langages, on en est à 7, dont le langage local liquidien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous maintient toujours reliés à une mémoire et qui finalement nous dit si c'est bien ou si c'est mal ce que nous vivons et qui nous sépare entre intérieur et extérieur. D'accord? Mais il y en a 6 autres qui sont des langages de conscience qui s'affranchissent de ces limites, justement, intérieur, extérieur, je suis ce corps, etc. Et le dernier, il est extraordinaire et il s'est appelé tout seul comme ça, hein, langage unité. Et il a une particularité, vous allez le découvrir par vous-même lors de la pratique, c'est on a des phrases qui ne sont, alors c'est même plus que des phrases, c'est des informations combinées les unes aux autres qui ne sont pas précédées d'articles, définis ou possessifs. Je donne un exemple. La, mon, ta, etc. n'existe plus. Exactement, tout à fait. Ou de là, des, etc. Alors au début c'est bizarre parce qu'on est tellement habitué, mais si vous regardez bien, le langage du cœur à l'origine n'a pas d'orientation puisqu'il vit avec toutes les directions. Et le paradoxe, c'est que quand on donne une orientation à notre vie, qui va créer des conflits de valeurs à un moment avec le burn-out, eh bien c'est là qu'on s'écarte de notre cœur. Mm, Parce que lui, le cœur, il s'y vit dans toutes les directions. mm. Donc, Donc, du coup, la réponse concrète, ce serait le mantra qu'elles pourront trouver dans la capsule qui sera exactement, sous on va avoir une l'interview. combinaison de mots, des Mm, informations qui ne mm. sont pas précédées d'articles, qui vont donner une direction à l'information. Par exemple, si je vous dis peur, Ouais, c'est pas ma peur, c'est déjà. différent de la peur ou cette peur. Regardez, cette peur ou la peur désigne quelque chose. Mm. Mais peur ne désigne rien. Peur est vivant ou vivante. Ça rayonne dans toutes les directions. C'est extraordinaire, ouais. Alors, ils sont pas tous construits comme ça, hein, les langages, mais le dernier, il est affolant. C'est dingue, ouais. Et il a une vitesse de traitement qui est considérable. C'est bluffant, hein. Donc, on a des mantras qui se répètent intérieurement ou à haute voix, on peut le faire les yeux ouverts, les yeux fermés, mais on part toujours d'un contexte. On ne part pas comme ça dans l'absolu, on part d'un contexte de vie. Donc là, ça veut dire que ça nécessiterait de prendre des situations où j'ai besoin d'avoir de la valeur. Ouais, c'est important ça que tu l'expliques dans la capsule pour elle se mette dans le bon contexte. Exactement. J'ai Mm. besoin d'avoir de la valeur et par exemple, si je reprends mon exemple tout à l'heure, j'ai de la valeur si je suis maman et j'élève mes enfants, mais j'ai aussi de la valeur si je respecte les valeurs de mes De parents, mes leur parents, façon ouais. de vivre. J'ai de la valeur en tant que petite fille, Mm. je suis aimée par eux. Mais j'ai de la valeur en tant que mère et tout à coup les deux s'opposent parce que la Mm. mère et la fille ne peuvent pas faire la même chose. C'est terrible, Mm. hein. Là où tout à l'heure j'évoquais que c'est pas forcément lié au travail, je me souviens d'un homme, burn-out aussi, qui lui en fait avait eu une promotion et qui était convaincu que c'était sa promotion qu'il avait mis un petit peu dans le rouge, si je puis dire. Mais quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas de rapport sexuel avec sa femme depuis des années. Ils essayaient plein de choses et puis bon, ça donnait pas grand-chose. Et puis, bah, à un moment, il est tenté par une femme. Voilà, bon, ça peut arriver. C'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, il est totalement en conflit entre le plaisir qu'il a, parce qu'il a besoin de sexe, ça fait partie de ses valeurs, c'est comme ça. Il a besoin de plaisir qu'il prend avec cette femme, beaucoup, et en même temps, il a besoin de respecter sa femme. Et les deux sont incompatibles. Et la promotion derrière vient camoufler tout ça. Ça vient rajouter une dose de cortisol où il avait déjà bien sa dose Mm. et vient d'en rajouter une dose et là, burn-out. Donc, je vous dis que c'est pas forcément lié au travail, cette histoire de burn-out, hein. C'est pour ça que je vous dis ça.
Ça va pour toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il s'est servi du prétexte professionnel de la promotion pour ne pas vivre ou ressentir ou expérimenter ce que cette relation extra-conjugale lui faisait ressentir. Je suis pas certain, c'est possible. À mon avis, c'est juste qu'il était dans un niveau de cortisol élevé déjà, dans son Mm, conflit sexuel, on va dire, et de mari, on va dire. Mais le fait d'avoir une promotion avec beaucoup de responsabilités a juste rajouté une dose de cortisol qui va le faire basculer dans le pathos. C'est d'accord. ça l'idée, tu vois? Donc parfois, il y a des choses qui cachent véritablement la réalité telle qu'elle est. Et c'est vrai Après, que un souvent, burn-out, on sait très bien que c'est pas un événement, c'est pas un non, matin, je me réveille, je suis en absolument, burn-out. D'accord? non. C'est un environnement, ce sont même plusieurs environnements, c'est même un enchevêtrement d'événements qui fait que on finit par arriver au burn-out. Exactement, tout à fait. Et donc, si on revient sur le pitch, on part d'un contexte, d'accord? C'est-à-dire que là, vous allez suivre la trame que je vais vous proposer. Hein, on va essayer parce que je peux pas m'adapter à chacun de vos sujets. À partir du moment où vous allez être plusieurs à le vivre, donc on va partir sur la structure un petit peu du fonctionnement du burn-out, notamment le besoin de valeur. Ça, c'est un préalable. Hein. Et puis, si je prends la cliente, on a pris chacune de ses valeurs, par exemple, le fait d'être loyal à ses parents ou de les trahir, et puis on a pris aussi son besoin d'être indépendante et en même temps d'être dépendante de ce schéma des parents. Les deux s'opposaient. Ben, c'est extraordinaire parce que si par exemple on met dans le mantra, on positionne par exemple trahison, loyauté, trahison et vérité, eh bien, le mantra va travailler autour de vérité dans ces deux informations. Et tout à coup, le mantra va mettre en évidence qu'entre loyauté et trahison, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas d'opposition. Parce que ces deux informations sont vivantes au même degré. Mm. Mm. Et ça, c'est boum, le Ah cœur oui, elles ont retrouve. autant le droit d'exister l'une que l'autre. Et d'ailleurs, Elles elles existent autant l'une que l'autre. elles sont autant vivantes, naturellement. Je vous disais tout à l'heure, la joie sans raison, c'est vraiment la vie sans condition, la vie sans cause. Hein. Mm. Mm. Ce cœur qui bat de manière variable et qui est capable de vivre avec toutes les situations telles qu'elles sont au quotidien. OK? Mm. Donc, on va cheminer à partir de mantras, les yeux fermés, en les laissant se répéter intérieurement, toujours dans notre contexte de vie. OK? Et puis, donc ça, c'est la façon de procéder, mais on va rester avec, ça c'est une clé, ou rester depuis ce contexte, avec ce mantra, ou rester, je dirais, avec cette situation depuis ce mantra. Et on va laisser se répéter. Et petit à petit, les liquides vont commencer à se décontracter, à recréer de l'espace. Et à nous connecter, nous pas à notre mémoire, elles vont comment créer de l'espace et absorber de la lumière, non pas de notre mémoire, mais au-delà de notre mémoire. Tout à coup, on a des nouvelles solutions. Et tout nous paraît vivant, alors que tout me paraissait manquer de vie. Tu vois? Parce on se croyait séparés de notre vie. Donc, ce qui Alors on peut le paraissait faire, inconfortable au début, on paraît vivant. voilà, finit par devenir C'est acceptable ça. Bon, c'est et ce qui c'est nous OK. manque au niveau du burn-out. C'est Mm. retrouver ce moteur qui est la vie. Mm. Mm. Pour. Et la Mm. vie sans opposé, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné à ce que vous remplissiez une valeur ou l'autre, ou les Au deux en même détriment, temps, ou au hein, détriment d'une autre. ou au détriment d'une autre. Mm. On arrive sur Alors, la fin du, oui, alors je termine, on peut le de faire ainsi, ouais. ou on peut le faire avec une immersion, c'est-à-dire un visuel, avec de l'audio, et un mantra au centre, et c'est ce que je vais vous proposer, au centre de l'écran, en passant par les différents mantras. Alors, on y passe 5-6 minutes hein, pour aller dans la profondeur. Ok. On a une musique qui nous accompagne parce que les molécules d'eau sont très sensibles au niveau passent par les émotions et sont sensibles au son Au son. et à la musique et aux fréquences aussi. Euh, et puis on va ajouter des. Alors ça c'est Stéphanie qui a un talent Et au visuel aussi. et au visuel tout à fait. On va avoir besoin de mouvement parce que la conscience a besoin de se mettre en mouvement. On va avoir besoin de mouvement et on va utiliser souvent, pas toujours, mais souvent, des formes géométriques qui ont une particularité, c'est qu'elles n'ont ni intérieur ni extérieur. Et quand elles n'ont ni intérieur ni extérieur, eh bien, justement, vous retrouvez cette continuité de Mm. la vie. Il y en a peu, hein. Le tesseract, les fractales, le nœud de Moebius, le triangle de Penrose, la bouteille de Klein et les tores.
Là, pour l'instant, on en a identifié 6. Hein. Voilà. Et donc, ces formes-là, en fait, c'est extraordinaire parce qu'elles vont dans une direction et en même temps, elles vont dans l'autre en même temps simultanément. Hmm. Elles n'ont aucune direction. Or, rappelez-vous tout à l'heure, le langage du cœur n'a aucune Il n'y a pas de direction. direction. Il est toutes les directions en même temps, simultanément. C'est Hmm. la vie, dans toute sa splendeur et sa profusion. Voilà. Et si on répète cela au quotidien pendant plusieurs jours, eh bien, on a une profondeur qui s'installe, parce que la nuit intègre ce qu'on a vécu dans la journée. Et puis, ben, les jours qui suivent et les nuits qui suivent vont intégrer de plus en plus profondément un retour au niveau du cœur qui va petit à petit pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et tu recommandes de le faire une fois par jour, plusieurs fois par jour, plutôt le Une matin, plutôt fois, le une soir avant de fois. dormir, Alors, moi, plutôt le matin, parce que le soir, on est plutôt le fatigué, matin, on a à moins de énergie, concentration et on est d'accord, moins attentif, on va dire. Hein. indisposé, ok. Voilà. Voilà. Alors, ça tournera autour de 25-30 minutes, grossièrement. Donc, c'est Hein. une belle capsule. Donc la Ouais. capsule, pour toutes celles qui nous écoutent, vous la retrouverez donc juste sous l'interview. Vous aurez le lien, vous pourrez la télécharger et puis vous pourrez surtout vous la passer et vous la repasser autant de Oui. fois que nécessaire Oui. jusqu'à ce que ça vous fasse du bien. Oui. Parce que C'est c'est ça. l'objectif, c'est que ça vous fasse du bien. Oui. Merci Et retrouver cette infiniment. sensation d'espace. Bah oui, on en a grand besoin. Merci infiniment. C'était une véritable traversée que tu nous as proposée. C'était un magnifique voyage. Moi, je me suis laissée porter. Enfin, vraiment, ça a été d'une douceur et il n'y a pas de mots, en fait, quand c'est grand comme ça. Ça amène, en fait, à avoir justement, une vision complètement différente de ce qu'on peut avoir dans notre quotidien. Donc, merci beaucoup parce que là, tu viens de nous partager. C'est pas juste en fait une vision, c'est peut-être une autre manière d'habiter sa vie, Oui. d'habiter son corps, Oui. d'habiter ses émotions. Donc merci beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être aussi se poser la question, et si c'était ça maintenant le vrai point de départ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on prenne conscience au quotidien qu'on vit en se sentant extérieur à sa vie, ce qui va peut-être remettre en question l'idée qu'on se fait de l'acte thérapeutique, hein, qui consiste finalement à vivre un peu, à accompagner un client en vase clos, toujours à partir de sa mémoire, de son corps et de son cerveau, sans Mm. aller chercher des solutions qui sont au-delà de ce périmètre qui est très fermé. Hein. Et les molécules d'eau sont capables de discuter à la fois avec notre mémoire, mais aussi au-delà de notre mémoire qui est figée. Hein, c'est ça qui est intéressant. Avec cette intelligence qui est considérable, mais qui demande d'autres langages que le langage qu'on utilise au quotidien, qui lui nous écarte petit à petit du langage du cœur. C'est le Mm. paradoxe. Hmm. J'aime beaucoup cette expression. Merci beaucoup, le langage du cœur. Merci infiniment, Stéphane, pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui. Merci aussi pour la capsule qu'il y aura en cadeau offert juste en dessous. Et merci pour tout le temps et toutes les explications que tu nous as fournies et cette ouverture euh, sur cette vision qui peut être déjà un petit peu là chez certaines, mais qui peut être tout à fait nouvelle pour d'autres. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau. Merci Stéphane. C'était un plaisir. Merci. Je vous invite à retrouver la suite du coup des autres interviews juste après la fin de cet épisode. Bonne journée à toutes. Bonne journée. Merci Stéphane. Bonne journée à toi aussi.